Podcast, créateur de podcasts en Corse. C'est un monde de dingue, ils sont pas totalement normaux. Tu as le choix de ton emploi du temps, mais quand tu es entrepreneur, ton emploi du temps, en fait, c'est tout le temps. Que je crée l'événement, puis je peux pas être là puisqu'il naît le 15 octobre 2011. Où tu as créé un concept douteux autour des toilettes en Corse, le Hakatuj. Entreprendre seul ou avec des associés. Lever des fonds, manager, gérer une forte croissance. Comment entreprendre en Corse et qui sont celles et ceux qui entreprennent? Je suis Audrey Royer, bienvenue dans Capsule, l'émission qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Disponible sur YouTube et sur les plateformes de podcast, proposée par Podcast et la M3E et financée par la M3E et BPI France. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau décor ? C'est magnifique. Donc, nouveauté aussi cette saison, c'est qu'il y a des petits papiers au milieu de la table. Et c'est que pour chaque nouvelle thématique, tu vas retourner un petit papier. D'accord. Et ça va te poser une question, donc tu vas devoir répondre à la question. Donc, tu peux retourner le premier papier. Qui est Jean Leccia ? Oh, non, c'est vaste. C'est très vaste. Du coup, ta taille, ton poids... Ouais, c'est ça. Alors 1m88, le poids ça varie. Je suis le directeur de l'association EMAO, le président d'ICO, la SAS-ICO. Alors moi j'ai commencé dans le monde un peu commercial puisque j'ai travaillé, je vendais des automatismes industriels pour l'industrie française. Ça m'a royalement emmerdé. J'ai fait ça pendant 6 à 8 mois et puis très vite j'ai voulu créer ma première entreprise. Je devais avoir 22 ans. Delis Corsica. Delis Corsica. Je ne sais pas où tu es allé chercher ça. Sur ton profil LinkedIn. Ah d'accord, je l'avais mis sur le profil LinkedIn. Tu vois, oui. Je le regarde pas assez. Ah oui, c'est possible. Ouais, voilà. Donc j'ai créé cette entreprise où je vendais des produits corses sur le continent, dans la région de Fontainebleau. Je faisais les marchés gourmands, je vendais à des épiceries fines, etc. J'avais mobilisé toute ma famille, ma sœur faisait les approvisionnements en Corse, elle faisait les tours des producteurs, et moi je vendais des produits d'exception d'ailleurs à l'époque où les règles sanitaires, machin et tout ça étaient un petit peu plus souples, donc ça nous a permis d'avoir des super produits, ça marchait super bien. C'est un boulot à 21 ans, 22 ans qui est un petit peu dur parce que à 21, 22 ans, on fait la fête, mais en même temps, quand on fait les marchés, les foires gourmandes... Ça commence à 6h ? On se lève à 4h du matin, tous les week-ends. Donc, quand on se lève à 4h du matin et qu'on ne s'est pas couché, y a un moment où c'est un peu fatigant. Là, je vous parle vraiment de moi. Hein. Au final, comme je faisais pas mal la fête, il y a des artistes de musique électronique internationaux qui étaient des amis, qui m'ont dit Jean, tu veux pas arrêter ce que tu fais et puis nous on a besoin de quelqu'un pour s'occuper de nous, gérer les tournées, vendre les disques, faire la promo, puisqu'ils tournaient dans le monde entier. J'ai dû réfléchir 5 secondes et demie. J'ai dit oui. J'ai arrêté Delis Corsica et je me suis lancé donc je suis devenu label manager d'un label qui était situé dans le Marais à Paris, qui s'appelait 3D Vision Records. Et donc j'ai géré toute la production des disques, tout le catalogue éditorial, on faisait les tournées, donc j'ai beaucoup voyagé avec les artistes dans des pays comme le Japon, le Mexique, le Canada, machin. Voilà, c'était une chouette période. Ensuite, c'était un style très particulier de musique électronique. Moi, j'aimais un peu toutes les musiques. Je voulais aller vers d'autres styles musicaux. Je voulais pas trop, donc je suis parti. Je suis rentré en Corse, à Bastia, et j'ai créé mon Terra Musique. Au pire moment, puisque c'était le moment où en fait le peer-to-peer arrivait, c'est-à-dire on commençait à s'échanger de la musique gratuitement sur le web. Et évidemment, la vente de disques s'est écroulée, donc on avait sorti
les compilations électroniques Summer in Course, ces gars qui ont bien marché pour le coup, qu'on entendait à peu près dans tous les restos, branchés ou pas branchés d'ailleurs, de Lille. Parce qu'en plus, on est un peu en retard en Corse, donc est-ce qu'il y a, même en Corse, la musique sur Internet est arrivée au même moment que, par exemple, à Paris complètement au même moment, puis je dirais pas qu'on est à ce niveau-là, qu'on était vraiment en retard, c'est-à-dire que il y a moins de monde, donc la scène était moins importante, mais quand j'ai créé le label, je me souviens même plus de l'année, mais quand j'ai créé le label, franchement, très vite, on a vu qu'il y avait des artistes, d'ailleurs des talents qui étaient sur l'île, mais c'est vrai qu'ils étaient moins visibles parce qu'il y avait moins d'événements, il y avait moins de producteurs, qu'on faisait plutôt la part belle à des productions un petit peu plus commerciales et tout ça. Mais bon, c'était commercialement, ça a été très compliqué. Donc, on ferme la boîte. En même temps, donc là, c'est là qu'arrive l'association Emao. Pour rendre à César ce qui appartient à César, en fait, on faisait en fait les plateaux électro du Festival du Vent de Serge et Karina Oru. Donc, ils nous demandaient en fait de faire des ateliers. Donc il y avait les artistes qu'on avait programmés pour les soirées. Et la journée, on faisait des ateliers. Ils nous demandaient de faire des ateliers gratuitement pour les enfants. MAO, musique assistée par ordinateur. Et donc on fait ces ateliers, mais voilà, dans la logique de la demande des organisateurs du Festivent. Et là, il y a une dame de la ville de Bastia qui était directrice du contrat de ville, qui passe devant et qui dit mais c'est super ce que vous faites, est-ce que vous êtes en capacité de faire des ateliers dans les quartiers à Bastia? Et nous on lui dit au début non, parce que là les artistes ils le font parce qu'ils sont là et que ça rentre dans la programmation du Festival du Vent, mais ils peuvent pas faire ça, enfin on peut pas demander aux artistes de faire ça gratuitement tout le temps. Et là elle dit mais non, mais nous on a des budgets, on recherche des ateliers un peu attractifs pour que les jeunes viennent. Bon, banco, et là, l'association Emao n'existe pas encore, donc on passe par une asso de copines de Balagne qui s'appelait Bacala Production, et on propose notre premier dossier au contrat de ville de Bastia, et ça marche super bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, j'ai toujours mon terrain musique. Un des artistes avec qui on avait mis ça en place, avec lui, on décide de monter Emao à Marseille. Donc lui, il monte Emao à Marseille, moi je l'aide à le structurer, à déposer des dossiers en Corse et tout ça, lui à Marseille. Moi j'ai toujours mon terrain musique, j'arrête mon terrain musique, je repars à Paris travailler dans une boîte de prod, pareil, comme les automatismes industriels, ça m'a fait chier. J'ai fait 6 mois et je me suis concentré ensuite sur Emao qu'on a développé. Et donc en fait, on développe Emao. Emao, ensuite on déplace le siège de Marseille à Bastia en 2013 et on se concentre sur la Corse principalement. On a Emao et puis depuis cette année ICO qui est une SAS qu'on a créée pour développer toutes les activités je dirais commerciales et un peu économiques qui étaient avant portées par Emao et qui maintenant le seront par ICO. Génial. Je te laisse prendre un nouveau petit papier. 33. 33. Qu'est-ce que c'est? Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que... À part un truc de médecin, non? Non. Dites 33, non? Je sais pas. Non, c'est pas ça. Tu cumules en tout 33 ans d'entrepreneuriat. Ah oui? Oui. Ah t'as fait le calcul pour moi. J'ai fait le calcul pour toi via LinkedIn. Donc, si c'est pas bien noté sur LinkedIn, c'est faux. Mais bon. Non, c'est sur LinkedIn, c'est ça. Hein. C'est marrant. Tu as toujours voulu entreprendre? En fait, je suis d'une famille de grands entrepreneurs puisqu'ils sont tous les deux enseignants. Mon père était directeur d'école, ma mère était institutrice. Enfin, les grands-parents qui étaient instituteurs à Bastia. Enfin, bref. Donc non, c'est vrai que je suis pas d'une famille d'entrepreneurs, mais c'est à la sortie j'ai fait assez peu d'études. J'ai fait un BTS force de vente que j'ai laissé tomber, et ensuite action commerciale.
Et en fait, très vite, j'avais envie de tester, en fait, d'être libre. Je crois qu'en fait, c'est pas l'entrepreneuriat qui m'intéressait, c'était la liberté. Bon, après, j'ai vite compris qu'il n'y a pas des libertés des fois un peu lourdes. On peut en reparler de la liberté que l'on pense être l'entrepreneuriat et au final toutes les obligations que ça emmène derrière. Exactement. Mais après, donc tu pars avec cette envie de liberté. Ensuite, tu t'habitues à un cadre. Et puis après, il y a aussi un autre sujet qui est moins glorieux, mais c'est l'incapacité après de retravailler pour quelqu'un. Ouais. Moi, j'en ai fait des petits tests, je l'ai dit. Alors c'est un monde de dingue. Ils sont pas totalement normaux. Et en plus, il y avait ce truc de dire mais je ne peux pas. Qu'est-ce que c'était qui te dérangeait ? C'est la certitude que certains choix étaient pas bons, mais l'incapacité de les imposer puisque tu étais qu'un simple salarié. Et puis cette logique de tu fais ci, tu fais ça, tu viens à telle heure et tout ça. Enfin moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à être de vrais soldats dans les entreprises et qui sont essentiels en fait, qui font les entreprises. C'est très clairement, et qui arrivent à se mettre au service d'un projet qui n'est pas le leur. Alors parce que peut-être ils n'ont pas aussi envie d'avoir le poids de responsabilité de l'entrepreneur. C'est un choix aussi. Mais bon, voilà, moi je sais que après j'ai été dans l'incapacité d'être dans cette position et je le serai encore plus maintenant, je pense. Tu veux nous parler de la liberté d'entreprendre entre ce qu'on imagine être l'entrepreneuriat et au final les libertés du coup que ça nous enlève au final Tu as finalement la liberté de ne plus avoir de temps. En fait, tu te donnes la liberté de ne plus avoir de temps, mais c'est toi qui l'as choisi. Donc, mine de rien, aujourd'hui, si je veux m'arrêter une journée pour faire quelque chose avec ma famille ou m'occuper de mon fils ou des choses comme ça, je peux le faire. Déjà, ça, c'est une liberté sans avoir à demander. Donc ça, c'est une vraie liberté. Mais au-delà de ça, c'est vrai que là, par exemple, je suis en vacances. Mais on parle un petit peu de boulot, donc et quelque part je travaille en étant là, mais au final tu as le choix de ton emploi du temps, mais quand tu es entrepreneur, ton emploi du temps en fait c'est tout le temps. Tu travailles le matin très tôt, le soir très tard, des fois le week-end, dès qu'il y a un créneau où il se passe rien, ou un week-end où on n'a rien à faire, je bosse. Donc on est tout le temps en train de bosser. Mais ça reste une liberté avec un emploi du temps costaud, mais sinon ça reste quand même un choix personnel, quoi. C'est ça qui est intéressant. On va reparler de Emao, on va revenir à Emao. Ouais. Du coup, tu nous l'as un peu présenté, mais est-ce que tu peux nous dire les missions, même la genèse, tu nous en as parlé, mais après, comment est-ce que ça s'est construit Emao, donc le sujet, c'est l'inclusion numérique et la médiation numérique. C'est-à-dire, en gros, c'est de redonner le pouvoir, notamment aux jeunes, mais après, c'est aller beaucoup plus loin, mais le pouvoir de créer avec le numérique et de ne pas le subir. C'est-à-dire, c'est de leur permettre d'avoir une utilisation consciente du numérique. Parce qu'en fait, le numérique, c'est un super outil, qu'aujourd'hui, il est plutôt... on voit beaucoup de dangers. D'ailleurs, on travaille beaucoup sur les dangers du numérique et cette addiction que peuvent avoir aujourd'hui les jeunes. Mais aujourd'hui, si on se rend compte que le numérique peut être un outil de créativité énorme, que ce soit pour être artiste, mais professionnellement aussi, devenir développeur, créer, être graphiste, mais aussi faire de la musique, si on veut faire de la musique. Donc c'était vraiment l'ADN d'Emao du départ. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte parce que là, tu parlais du retard en Corse et tout ça. En fait, là, pour le coup, c'est un peu l'inverse. Notre association a été la première association en France à avoir été créée autour de l'inclusion numérique. On était les seuls à faire de l'inclusion numérique au niveau national, à vraiment exclusivement là-dessus. Après, il y avait plein d'assos qui faisaient ça, mais qui pouvaient être une asso de théâtre qui se disait tiens, on va faire des ateliers musique assistée par ordinateur ou des trucs comme ça. Mais vraiment, exclusivement sur ces sujets, on était les seuls. Ce qui fait qu'en fait,
en étant à Marseille et en Corse, on était appelé à Strasbourg, en Bretagne, à Toulouse, et on allait un petit peu partout. Alors très vite, on s'est rendu compte que c'était pas intéressant, que ça coûtait trop cher aux structures de nous accueillir, entre le transport, les machins, le logement, les trucs. Et donc voilà, donc ça c'est ce qu'était Mao au début. Puis après en Corse, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, tiens, il n'y a pas d'événement autour du numérique. Oui, c'est-à-dire que tu as posé pierre après ouais, pierre. On avançait en se disant, il manque des choses. Tu n'avais pas de stratégie au pas long terme en te disant, c'est là où je veux aller, je vais faire progressivement. La stratégie, tu l'as construite brique par brique, en fait. Exactement. Il n'y avait pas, c'est ça, il n'y avait pas un objectif commercial, il n'y avait pas un objectif de réussite. On ne se voyait pas finir à 7 employés comme on est là aujourd'hui, pas du tout, quoi. Plutôt de dire, on fait ce qu'on aime, on essaie de faire en sorte d'en vivre, c'est normal aussi, hein. C'est ça aussi l'économie sociale et solidaire, il y a économie dedans. On a donc avancé petit à petit, on s'est rendu compte, tiens, en Corse, il n'y a pas du tout d'événements autour du numérique, de grands rendez-vous. Et on a créé Bastia Ville Digital en 2011, année de naissance de mon fils, super. On a tenté si bien que j'étais pas là pour le premier événement Bastia Ville Digital que j'avais créé. Mais voilà, c'était pas mal. Comme vie perso, vie pro. Voilà, donc je crée l'événement, puis je peux pas être là puisqu'il naît le 15 octobre 2011. Donc là, on a commencé à s'intéresser, pareil, avec la même logique. On s'est dit, tiens, on aimerait faire un cycle de conférences autour des startups, mais on s'est dit, est-ce qu'il y a un club, un écosystème du monde des startups? Et donc, on a fait un petit peu un appel sur les réseaux pour voir s'il n'y avait pas des entreprises dans des caves, dans les villages, des startups qui existaient. Et il se trouve qu'il y en avait plein. Donc là, on a commencé à les réunir. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et au même moment, il y a le phénomène French Tech qui sort. Et puis, il se trouve que les rencontres, en tout cas, le réseau, fait d'ailleurs elle est venue à Bastia Ville Digital, on est devenu proche avec la cofondatrice de French Tech qui est à la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, et qui nous dit essayez d'avoir une région French Tech. Puis nous, région French Tech, on a essayé, puis à cette époque-là encore, on était dans l'incapacité d'avoir, on n'avait pas l'écosystème pour être French Tech. Donc je lui ai dit, écoute, on va créer Corsican Tech et puis on va prendre les codes, on s'en fout de French Tech. Elle dit, vas-y, banco. Donc on a créé Corsican Tech. Ça avait quel objectif? Corsican Tech, l'objectif, c'était de dire, ok, on va donner un drapeau à ces entreprises insulaires, porteuses d'innovation, ces startups, qui se sentent un peu seuls, peut-être, qui étaient totalement seuls, et on va leur donner ce drapeau-là pour faire un club, genre un genre de fédération de ces acteurs-là, pour qu'ils puissent faire écosystème, parce qu'aujourd'hui, à cette époque-là, il n'y avait pas cet écosystème. Et donc ça a plutôt bien marché, on a fait quelques petites actions, puis après, toujours pareil, c'était le nerf de la guerre, on n'a pas réussi à se faire vraiment financer, donc on a continué à créer des actions. Donc il y en a une d'ailleurs qui perdure, c'est la résidence d'accélération startup. Donc voilà, Corsican Tech, puis après on est allé aussi sur d'autres sujets, j'essaie de faire plus court, puisqu'on est allé, on est allé sur les sujets d'environnement qui nous tenaient à cœur. On va toujours vers là où on a envie d'aller, en fait. C'est de créer des produits un peu sur des thèmes qui te tiennent à cœur, ou là, des thèmes sur lesquels tu es engagé. Ça te tient à cœur personnellement? Ça me tient à cœur personnellement, et puis au-delà de ça, parce que Emao, c'est une équipe, quoi, en fait. Je sais que ça tient à cœur l'équipe, en fait. Il y a des gens dans l'équipe qui sont qui sont des porte-drapeaux de la défense de l'environnement, et qui vraiment, je savais que derrière il allait pouvoir avoir un engagement de l'équipe. Et donc on a créé des formats, on a créé le hackathon de l'économie circulaire, qui est devenu la feuille de route des hackathons et innovatons de l'ADEME nationale, qui a été utilisé par l'ADEME nationale. Incroyable. Ça aussi, c'était une vraie innovation, cet événement-là. C'était le premier qui existait, ou... Alors, le hackathon de l'économie circulaire, oui, c'était le premier. Après, les hackathons, c'est pas nous qui les avons inventés, les innovatons non plus, et tout ça. Mais ce qu'on essaye de faire, d'ailleurs, ça colle pas trop. Le hackathon, c'est plutôt quelque chose qui
qui est réservé au monde un peu technique. C'est plutôt un truc de développeur, le hackathon. Et c'est pour ça d'ailleurs que depuis on appelle ça Innovathon plus que hackathon. Okay. Mais c'était aussi une manière de montrer qu'on pouvait nous aussi disrupter ce qui est les disrupteurs, on va dire. Donc hackathon, mais sur des sujets d'économie sociale et solidaire, et là particulièrement d'économie circulaire. Et puis avec la méthode EMAO qui est portée par l'équipe, de pas juste faire un événement, un innovaton, un hackathon dans des salles blanches avec néon, mais c'est de faire un événement énorme. Scénographier, c'est de l'économie circulaire, donc le mobilier était en économie circulaire, était en récup, il y avait la gestion des déchets, ça avait de la gueule, c'était joli, enfin c'était voilà, c'est devenu un événement. Et puis ensuite on a créé les ambassadeurs du tourisme durable, donc là c'était une journée, c'est un programme qui d'ailleurs continue autour des acteurs du tourisme qui veulent s'engager pour un tourisme raisonné. Donc on a fait des journées, on a fait un innovaton, on a fait une résidence d'accélération tourisme durable qui s'est ensuite transformée en résidence d'accélération transition écologique qui a vu sa 2e édition là en 2024. Voilà. Là, je pense que j'ai fait en gros l'histoire. Le tour de Jean Leitch et des 33 ans. Et des 33 ans et des Mao surtout là. Est-ce que vous avez eu des doutes sur vos projets, sur la réussite de certains projets? Là, on a envie d'y aller, ça fait partie de notre engagement personnel d'aller sur ces sujets qui sont d'actualité. Mais est-ce que des fois, il y avait des doutes est-ce que les institutions vont nous suivre? Est-ce que les gens vont comprendre? Alors, on a tout le temps des doutes. En fait, quand tu gères une association, je pense que tu es obligé d'avoir des doutes parce que tu dépends quand même pas mal, justement, d'acteurs publics qui vont pouvoir, comme tu viens de dire, comprendre ton projet et surtout se dire, ce projet qui nous propose correspond avec la politique qu'on veut mettre en place ou alors peut correspondre à la politique qu'on voudrait mettre en place. Donc, on est toujours dans le doute. Après, c'est vrai que j'insiste sur le fait que EMAO, c'est avant tout une équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à Bastia, à Ajaccio. Sont des projets qui sont portés individuellement par des entités de l'équipe EMAO. Et parfois, il y a des projets qu'on a envie de développer et qu'on a du mal à faire passer parce que c'est un petit peu plus, je dirais, nébuleux. Les gens ne comprennent pas alors que nous, on connaît l'intérêt de ce projet. Donc des fois, oui, c'est compliqué. Et puis des fois, ça coule de source. Ça dépend en fait. Ça dépend vraiment des projets. Mais parce qu'on va sur différents champs. Là, j'ai fait un résumé des MAO, mais on est sur l'esprit critique, sur l'accompagnement au métier du numérique, sur les dangers du numérique, sur la sobriété numérique pour les entreprises. On est sur vraiment plein de sujets. Donc, mais oui, quand tu es une association, je crois que tu sais ce que c'est, tu as toujours des doutes. Quoi. Tu sais pas, c'est tous les ans, tu remets en question ton modèle et tout ça. Il y a un autre sujet, c'est que tu vois, quand tu te développes, tu te dis, ils se développent et à l'extérieur, ils se disent, EMAO, c'est énorme. Mais c'est au moment où tu te développes que ça devient dangereux. C'est pas au moment où tu es 2-3, où tu sais que tu peux maîtriser les choses, où c'est facile de mettre un petit coup de collier pour pouvoir avoir les budgets qu'il te faut pour pouvoir faire l'année et tout ça. Et puis tu te retrouves à faire de l'intérêt général, mais sur tes deniers, en fait, sur l'énergie d'une équipe qui n'est pas rémunérée pour le faire, ce qui est complètement anormal, puisqu'on remplit des missions d'intérêt général, mais on n'est pas financé pour ça. Et ça, c'est le vrai sujet que toutes les associations rencontrent. Mais là, c'est presque une tribune politique que je suis en train de faire. Mais en fait, il y a aujourd'hui, et on le sait, il n'y a plus d'aide au fonctionnement des associations, alors que finalement, si on veut leur demander de faire de l'intérêt général, c'est inconcevable qu'il n'y ait pas ces aides au fonctionnement, puisqu'elles remplissent, quand on dit d'intérêt général, c'est qu'elles remplissent les rôles d'acteurs publics qui n'ont pas ni les ressources, ni les moyens, ni je ne sais trop quoi pour le faire. Vous enlevez toutes les associations
d'un territoire, la fracture sociale est multipliée par 10, par 20 même. Donc là, c'est un vrai sujet. Oui, c'est toujours une remise en question. Mais que ce soit Emao ou je pense à toutes les associations qui sont dans notre cas, quoi. En parlant d'engagement personnel, oui. Tu es dans un livre, Le qui est qui numérique, et tu partages ta vision du rôle du numérique pour la Corse. Et tu dis que pour toi, le numérique doit être inclusif, durable et émancipateur. Il s'agit de développer les compétences de tous, tout en préservant notre identité et notre environnement. Le numérique, avec ses avancées telles que l'IA, le quantique et la blockchain, ouvre des horizons infinis pour la Corse. Mais n'oublions pas, le numérique reste un outil. C'est à nous de le maîtriser et de l'utiliser pour façonner un avenir meilleur. C'est beau, hein? C'est beau. Tu te souviens avoir dit ça? J'aurais presque pu le dire. Non, oui. Non, mais bien sûr. Oui. Ça représente quoi le numérique pour toi? Au final, c'est au cœur de pas mal de tes entreprises. C'est au cœur de pas mal de mes entreprises, mais quand tu regardes un peu autour de toi, c'est au cœur de toutes les entreprises aujourd'hui. Notamment la vague IA, on ne sait pas où elle va nous amener, mais on sait qu'elle va modifier considérablement beaucoup de choses. Et je vais dire la même chose que j'ai dit là, peut-être en moins bien, mais au final, il va falloir très très vite maîtriser ces outils-là. Ça peut être une force, encore une fois, pour la Corse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique, ça fait partie... on n'est pas un territoire de production, on n'est pas un territoire industriel, donc c'est pas l'industrie qui va développer notre territoire. Donc le numérique, l'industrie pour le coup numérique pourrait le faire. Moi, j'aurais envie de dire aux politiques, mettez des millions dans la formation des jeunes dans ces métiers-là et dans la mise en place de grands projets autour de l'IA, de la blockchain, etc. en Corse. Parce que après, il y a une logique d'attractivité du territoire. Et ça va être des vrais leviers, en fait, pour la Corse, pour le territoire. C'est pas que ça... ça pourrait. Ouais, si tu dis ça va être, ça veut dire que les politiques ont pris la mesure voilà, quand je dis des politiques, après, bien sûr, il faut que les entreprises s'y mettent. Mais on le sait très bien, hein, si on veut un coup de pouce, il faut quand on est dans un écosystème parisien, toulousain, lyonnais, j'en sais rien, où il y a une activité, un tissu industriel et tout ça, on ne se pose pas la question, on reste là. Pour que la Corse ou la Bretagne ou je sais pas, ou la Creuse deviennent attirants pour ces gens-là, il faut qu'on leur prépare le terrain. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Ça passe par peut-être des aides, mais ça passe aussi par mettre en place des infrastructures, mettre en place des grands rendez-vous qui leur permettent de dire tiens, attends, le plus beau rendez-vous autour de ce sujet-là, je l'ai vécu en Corse, qu'est-ce qui se passe en Corse, voilà. Et ça, c'est des choses qui me paraissent essentielles. Et je pense que là, c'est pas la politique des petits pas, il faut y aller franco, parce que tout le monde va aller vers ces sujets-là. Et la Corse, mine de rien, quand on est... aujourd'hui, les jeunes qui sont de partout, hein, qui se lancent dans ces métiers-là, ils sont super mobiles, ils s'en foutent de rester à l'endroit où ils ont fait leurs études ou même à l'endroit où ils sont nés. Ils ont envie, au contraire, de partir. Et très clairement, avec le full remote, oui, ça a ouvert de nouvelles façons de travailler. Hein. Exactement. Il y a des talents en Corse qui travaillent de Corse pour des grands studios américains. Et il y a des développeurs, des spécialistes des effets spéciaux. On en a un qui fait les effets spéciaux de Marvel, et qui les fait de Corse, quoi. Et au final, ce qu'il faut en fait faire, c'est réussir à faire en sorte de dire regardez, là, vous avez un cadre de vie qui est plutôt pas mal.
Mais vous avez aussi le potentiel d'avoir l'infrastructure. Donc ça passe par la mise en place d'un Internet qui fonctionne. Je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Ça, c'est primordial, en fait, d'avoir la fibre partout, ce qui a été fait par la collectivité. Ça, mine de rien, je dirais, c'est la base. Mais derrière, après, il faut plus que ça, quoi. Il faut mettre le paquet sur de l'événementiel, des grands rendez-vous, des locaux, des infrastructures qui pourraient accueillir et faire écosystème. C'est ce que, dans un sens, fait un peu la M3E, mais pas que sur les sujets numériques, mais sur l'IA, la blockchain, le quantique et tout ça, il y a peut-être beaucoup à faire, en fait. Mais il faut prendre le virage, en fait. Après, c'est ça. Voilà. Faut que la Corse prenne le virage. On va parler maintenant d'ICO. Oui. ICO qui est ta nouvelle société. Qui est notre nouvelle société. Mais c'est ça, oui. Qui a été créée par Emao. Donc, c'est pas moi qui l'ai créé. Ça a été créé par Emao. Parce que dans tout ça, on a appris qu'une association pouvait créer une entreprise. D'accord. Donc Emao a créé la SAS ICO pour porter en fait toutes les activités économiques et pour un peu dépasser le plafond de verre qu'on avait chez Emao, parce qu'en fait on a développé un savoir-faire chez Emao. Donc on avait tendance à être sollicité par des acteurs publics, mais privés aussi. Mais des fois, on se rendait compte que le fait d'être une association, certains ne voulaient pas y aller en disant je vais pas demander une prestation d'accompagnement à l'innovation ou je ne sais trop quoi à une association. Et donc, parce que c'est un peu contradictoire, association et innovation, dans l'esprit peut-être. Ouais, je sais, il doit y avoir de ça. Et puis après, il y a peut-être aussi, je sais pas, cette vision, en tout cas du monde de l'entreprise, que les associations, c'est plus pour donner des repas gratuits que pour développer. Enfin, l'économie sociale et solidaire, encore, il y a 5% des acteurs privés, du tissu économique qui comprend ce que c'est, quoi. Il y a un énorme travail à faire sur son intérêt, et il est primordial, l'intérêt des acteurs de l'ESS, parce qu'ils font de l'économie, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose qui est à 100% subvention, loin de là, hein, mais nous, par exemple, ICO, on est une ESUS, donc une entreprise d'économie sociale et solidaire reconnue, et pourtant on fait aussi du business. Donc on est un studio d'innovation, donc on accompagne les entreprises et les collectivités à repenser, on les accompagne à la conduite de l'innovation, en fait, comment innover dans les politiques publiques, mais comment innover aussi au sein de leur entreprise, comment coopérer entre entreprises pour pouvoir aller un peu plus loin, toutes ces choses-là. Mais on est aussi spécialisé dans la production exécutive d'événements, c'est-à-dire une collectivité ou une entreprise souhaite organiser un événement et on le fait de A à Z pour eux. Voilà, et puis après, on a nos projets comme la résidence d'accélération transition écologique, la résidence d'accélération start-up, qui sont des projets que nous portons, sur lesquels on recherche des financements, donc par du sponsoring, assez rarement par de la subvention, par du sponsoring, du partenariat, de la prestation, etc. Voilà. Est-ce que tu peux nous pitcher d'ailleurs ce que sont les résidences d'accélération, et particulièrement la start-up qui est bientôt là. Qui est bientôt au mois de septembre. Alors, la résidence d'accélération, c'est un projet qui est... Je ne vais pas me souvenir... Si, ça doit être 2016. Moi, je viens du monde artistique. J'ai travaillé longtemps dans le monde artistique. Et dans le monde artistique, il y a des résidences d'artistes qui marchent très très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour créer un spectacle, il y a des artistes qui vont se retrouver vraiment de manière immersive pendant 1 semaine, voire 10 jours, voire 3 semaines, pour travailler un spectacle et à la fin livrer un spectacle nouveau qui va être ensuite diffusé. Et à l'époque, j'ai fait beaucoup de rencontres avec l'écosystème toulousain, où d'ailleurs est un peu né aussi la Corsican Tech dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, parmi ces rencontres-là, il y a un responsable d'un accélérateur qui s'appelait Equito, qui n'existe plus aujourd'hui,
qui avait le même parcours que moi. Lui, il produisait des concerts rock. Moi, j'étais plutôt dans la musique électronique. Et autour de une ou plusieurs bières, on a cette idée de dire, mais regarde, les résidences d'artistes, imagine si on l'appliquait pour les startups. Et donc, on crée ce format qui aujourd'hui, maintenant, il y a des choses qui ressemblent. Mais donc, on crée de toutes pièces ce format résidence d'accélération startup. L'alcool. Hein. Ouais. Et donc, voilà, donc le principe, c'est d'enfermer en gros 5 entrepreneurs, 5 entreprises, dans un endroit qui est privilégié, puisque ça va être une grande villa, un domaine ou un truc comme ça, où ils ont juste à penser à travailler, puisqu'on leur fait à manger, etc. Qui vont travailler la journée, le soir, voilà. Le soir, ils restent sur place, ils n'ont même pas les temps de trajet. Voilà, donc ces temps informels sont super importants lors des repas où ils échangent en eux, ils font écosystème. Ils sont encadrés par des coachs qui sont tous des entrepreneurs, qui ont une histoire d'entrepreneurs, qui vont les amener à repenser leur modèle, à avoir ce petit temps de recul qu'ils n'ont plus quand ils ont la tête dans le guidon sur le développement de leur entreprise. C'est un format qui est très court mais qui a un impact ultra important. On a tous les retours qu'on a pu avoir, c'est un impact. On sait qu'on fait gagner au moins 6 mois aux entrepreneurs avec ce temps d'arrêt et cette accélération d'une semaine. C'est quoi les prochaines dates de la résidence d'accélération ? C'est du 8 au 12 septembre. Il y a 5 startups qui ont été sélectionnées. Il y a eu 16 candidatures. Et c'est quoi un peu les activités des entreprises sélectionnées ? Nous, en fait, on accompagne des entrepreneurs qui ont une démarche innovante. Donc, peu importe si c'est une innovation technologique, si on sait que ça va être déployé dans le monde entier très rapidement, hein, ce qui est souvent les objectifs des startups. Hein. Là, on est sur des formats où, par exemple, il y a une entreprise qui fait des maillots de bain. Mais elle a une démarche de production locale qui est remarquable. C'est-à-dire qu'elle produit elle-même ses maillots de bain avec une logique d'éco-responsabilité. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial, mais c'est surtout l'avenir. Pour le coup, on ne peut pas parler d'innovation, mais dans tous les cas, c'est indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, surtout dans le monde du textile, c'est-à-dire qui est l'activité les plus polluantes de ce qu'il y a sur la planète. Donc, je trouve que c'est courageux de le faire en plus en Corse. Et ensuite, après, il va y avoir d'autres acteurs, d'autres entreprises qui vont être plus sur d'applications qui vont utiliser l'IA, qui vont répondre à différents sujets. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est la différence de toutes ces entreprises, parce que il y a un autre point super important dans le programme, c'est le co-dev, en fait, le co-développement, c'est-à-dire quand les entreprises s'accompagnent entre elles en fait, d'un seul coup, se retrouvent à être une immense équipe, alors que souvent, ils sont que 1-2 entrepreneurs, quoi. Et alors, on a quelque chose à annoncer. On va réaliser des portraits capsules des entreprises sélectionnées pour cette résidence d'accélération startup. Et je suis très content. Même partagé. Donc, ça va permettre de faire pitcher aussi les entreprises qui ont été sélectionnées. Et de les mettre en avant. De les mettre en avant et de mettre en avant leur parcours entrepreneurial, ce qui est aussi important dans cette résidence d'accélération. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Et de les mettre en avant et qu'ils puissent s'exprimer. Et puis, toutes ces tribunes-là, c'est important pour elles, parce que quand ils sont en train de développer leur entreprise, ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Et on se rend compte que de plus en plus, que ce qu'on appelle le personal branding, c'est-à-dire ce que porte l'entrepreneur, c'est important. Et puis ça leur permet aussi d'aiguiser un petit peu leur discours. C'est important qu'ils puissent s'exprimer comme ça à l'antenne, sur cette belle table. Ça sera pas ici, ça sera en extérieur d'ailleurs, mais on apportera les petits tableaux, ça sera la touche. C'est un peu en mode Jeux Olympiques de Capsule s'exporte. Ouais, c'est ça.
Est-ce que tu dirais que là, c'est la 9e édition des résidences d'accélération. Est-ce que tu dirais que les startups que tu as vu passer, même les coachs, les experts qui sont venus à la résidence d'accélération, t'ont permis de développer ICO? Moi, si on doit parler un petit peu des partenaires, il faut rappeler que la résidence est portée par la M3E et par la Corsican Tech, qu'il y a d'autres acteurs publics. À l'époque, il y avait eu l'ADEME, mais il y a toujours la CCI, ensuite des acteurs privés. Donc, il y a Mojo qui nous suit depuis plusieurs années, il y a Zindoc, il y a eu La Poste. Cette année, il va y avoir EDF aussi. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que ces partenaires privés, ce soient des entreprises qui sont passées par la résidence d'accélération et qui ont les moyens de dire, moi, je peux venir financer cette résidence qui m'a aidé à un temps donné. Parce que ça voudrait dire que ces entreprises-là sont en capacité de sortir un budget pour venir sponsoriser un événement qui leur tienne à cœur. Et voilà, moi, ça serait ça un peu la réussite. Le jour où une de ces entreprises qui est passée par la résidence dit moi, je suis en mesure de devenir partenaire de la résidence cette année. Voilà, ça serait incroyable. Ça serait super. Alors, je vais te laisser tirer un nouveau papier. Ambition. Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un d'ambitieux? Alors oui, parce qu'en fait, il y a un moment, en fait, quand on est seul, finalement, la réussite, tu te dis, c'est pas très... ça réussit pas, tant pis, tu fais autre chose. Quand tu t'embarques des gens, une équipe, là, d'un seul coup, tu te dis, tu te dois, en fait, que ça réussisse. Donc oui, j'ai l'ambition que ces structures se développent, perdurent, qui se développent, parce que aussi cette ambition un peu qualitative de se dire que j'aimerais petit à petit qu'on ait en Corse, en fait, les compétences que souvent on va chercher ailleurs. Elles y sont en Corse, mais des fois, il faut les déceler déjà. Et puis les personnes, des fois, partent. Donc déjà de les faire revenir, mais surtout aussi de réussir à former à des méthodologies d'innovation par exemple, des profils ici. Donc ça oui, il y a cette ambition-là. Après, personnellement, très égoïstement, moi, ma seule ambition, c'est de ne pas m'emmerder en fait. Et c'est pas une ambition financière de pouvoir m'acheter un yacht ou un truc comme ça, mais loin de là. C'est pour ça qu'en fait, moi, la logique de l'ESS me convient complètement. En revanche, moi, je lutte contre l'ennui en fait. Et en fait, en luttant contre l'ennui, on avance. Parce qu'on crée, en fait. Et moi, je m'emmerde très vite. Donc, c'est plutôt ça, moi, mon ambition. C'est de pas m'ennuyer jusqu'à ce que je sois à la retraite. Le management, c'est vraiment quelque chose qui revient pas mal lors des interviews portraits. C'est vraiment quelque chose de compliqué pour les entrepreneurs, l'humain. Comment tu arrives à trouver tes talents qui restent avec toi? Parce qu'on connaît l'équipe parce que c'est la même depuis des années. Je sais pas, peut-être que je sais fédérer, je pense pas que... très honnêtement, et je l'espère pas d'ailleurs, parce que c'est ultra dangereux, je pense pas que les gens soient dans le projet pour moi. Ils sont pas... je l'espère pas vraiment. Même j'en suis sûr. Ils sont dans le projet parce que le projet les intéresse. Et en fait, il y a une diversité d'actions qui est incroyable. Il y a une liberté aussi d'agir, c'est-à-dire que demain, n'importe quel membre de l'équipe, je vais faire ça, ils le font, quoi. Voilà. Qui est assez large. Et puis c'est vrai qu'on est sur que ce soit MAO ou ICO, en fait, on ne s'ennuie pas parce qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de formats, il y a beaucoup de programmes, process différents. Je pense que c'est plus l'activité en elle-même qui fait qu'on
qu'on réussisse à garder ces talents dont tu parles. Et la cohésion d'équipe, comment tu fais? Parce que vous êtes un peu tous éparpillés aussi. Avec des caractères de cochon, en plus, pour certains, on dirait pas comme ça, mais... Tu veux en parler? Non, pas du tout, pas du tout. Mais non, mais c'est ce qui fait notre force, les caractères de cochon, les caractères plus cool et tout. La cohésion, c'est difficile. Enfin, c'est difficile. En fait, tu te rends compte, il faut pas trop. C'est difficile de lâcher. Et en même temps, moi, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que la cohésion, elle soit amenée aussi par l'équipe. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un de l'équipe qui a un petit coup de mou, que ce soit pas simplement la personne qui est reconnue responsable de la structure qui y répondent, ça peut être aussi les collègues. Enfin, il y a vraiment cette logique-là. C'est vraiment... je pense que c'est une... Parce que vous êtes tous éparpillés. Tu es à Paris, si je me trompe pas. Entre Paris et la Corse, ouais. Il y a des membres de ton équipe qui sont à Bastia, d'autres à Ajaccio. Vous faites très souvent du télétravail. Ouais. Il y a une personne qui est à Toulouse. Ouais. Ah ouais, c'est... La cohésion d'équipe en visio. La cohésion d'équipe en visio, c'est bien la preuve que c'est le projet, quoi. Par exemple, la personne qu'on a recrutée sur ICO et qui est à Toulouse, c'est le projet qui l'a intéressée. Elle a quand même quitté son travail pour nous rejoindre. Donc c'est le projet. Et le projet, en fait, quand il t'intéresse, tu peux le faire de n'importe où, quoi. Peu importe. Et après, la cohésion d'équipe, on a pris quelques habitudes de travail qui fait que on arrive à l'avoir en visio. Et aussi dans les rendez-vous réguliers qu'on organise qui nous permettent d'être ensemble. Donc voilà. Après, le reste du temps, on bosse, quoi, autour des projets. Je vais te laisser tirer la dernière carte. Tes conseils pour entreprendre. Vaste question. Alors, par exemple, un des trucs, quand j'ai monté la boîte, je me suis dit, j'avais un petit peu petit reste de chômage, je sais pas quoi. J'ai dit, je me prends pas de salaire, c'est pas grave, la boîte à un moment va marcher et je pourrais me payer. Et à cette époque-là, on est content d'avoir une famille qui est aidante. Aimante aussi, évidemment, mais aidante. Mais parce qu'au final, tu te rends compte que ça rentre pas parce que ça se développe pas comme il fallait. Donc, un des conseils que je donnerais, c'est que quand on imagine sa boîte, il faut d'ores et déjà... la première des choses à faire, c'est de se dire, je me paye. La première des choses, c'est je me paye parce que de toute façon, ça doit arriver. C'est-à-dire que tu peux pas faire ça pour la gloire. Donc le premier élément à mettre sur un budget, c'est ton salaire. Peu importe, tu n'es pas obligé d'avoir un salaire de ministre, mais d'avoir de quoi bouffer, de ne pas te poser la question, de dire... parce que quand on doit entreprendre, il faut qu'on ait quand même l'esprit relativement libre. De se dire que c'est papa-maman, alors que j'ai 35 ans, je dis n'importe quoi, qui m'aide parce que ça peut être lourd. C'est-à-dire qu'on est un peu redevable, on se sent un peu amoindri. Et en fait, je pense qu'il faut se dire, je me paye avant tout. Et très vite, si j'ai plus assez d'argent pour me payer, c'est que la boîte ne fonctionne pas, quoi, dans l'absolu. Ou alors, après, je suis peut-être un peu extrême, ou alors c'est de se dire, les 6 premiers mois, évidemment, il faut que l'activité, il faut qu'il y ait quand même de l'argent qui rentre. On n'a pas tout le temps la chance de pouvoir avoir un emprunt bancaire qui va faire ta trésorerie. Et si on ne le souhaite pas, c'est de se dire les 6 premiers mois, je ne me paierai pas parce qu'il faut que je lance le truc, mais au bout du sixième mois, si je ne me paye pas, je me laisse 2 mois pour me dire si ça ne marche pas. Voilà, oui. En tout cas, des indicateurs assez clairs pour dire il y a un moment, il faut y aller. Des indicateurs et des deadlines, du coup. Voilà, se fixer des objectifs à des dates précises pour... C'est ça. En fait, il faut toujours... Il y a un problème, il faut toujours savoir surmonter le problème. Ouais. Donc, soit en changeant d'activité, soit en trouvant des solutions à des problèmes. Par exemple, ça peut être aussi avoir beaucoup de charges. On peut faire du chiffre d'affaires, mais si on a trop de charges, c'est de trouver pourquoi est-ce qu'on a autant de charges, si on ne peut pas changer de process. Tu parlais de process, ou d'augmenter nos prix.
par exemple. Ça peut être nos pas mal. marges, nos prix, exactement. Après, dans les autres conseils, je pense qu'il faut avoir une vie relativement pas calée, mais organisée, quoi. C'est-à-dire ça peut pas partir dans tous les sens. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense qu'il faut j'ai du mal à croire, moi, aux entrepreneurs qui ont, par exemple, un métier à côté. Enfin, D'accord. c'est-à-dire, il y a un moment où une entreprise, ça dépend des ambitions. Hein. Un boulot alimentaire. Voilà, ça dépend des ambitions. Il y a un moment, quand on se met dans une entreprise avec un objectif, on y va à fond et on se met à 100% sur son projet. Parce que je pense qu'on peut avoir plusieurs projets quand on est bien avancé, que les entreprises que tu as montées fonctionnent. Ben là, tu en as plusieurs, ouais, pourquoi pas. Mais quand tu te lances, il y a un moment, si tu fais autre chose, tu te dis même, c'est pas grave, ça a un peu foiré ce que j'ai voulu faire sur la boîte là, je ferai autre chose, c'est pas grave parce que de toute façon, tu as à bouffer à côté. Donc, il y a un moment, il faut avoir un peu de courage et de se dire, bon, on y va. Je pense qu'il faut avoir une vie relativement saine, ça c'est clair. Bien dormir, savoir couper. Oui, pour le perso, pro, savoir un peu séparer, exactement. avoir ses moments perso. Exactement. Et ses moments pro. Mais ce qui veut pas dire qu'on travaillera pas 60 heures par semaine, quoi. La liberté de l'entrepreneur. Voilà, c'est ça, la fameuse. mais voilà, après c'est difficile les conseils parce qu'après ça dépend tellement des personnes, quoi. Ça dépend tellement des secteurs d'activité, et puis les conseillers sont pas les payeurs, quoi. Donc déjà c'est de se dire que entreprendre c'est pas, enfin il faut pas le faire dans tous les cas, faut pas le faire parce que c'est la mode, quoi. C'est un peu le problème que j'ai vu avec les startups. En fait, il y a plein de jeunes qui se lançaient dans les startups parce que c'était à la mode, quoi. Non, mais c'était un peu à la mode. En fait, c'est un côté un peu mode glorifiant. Je suis start-upper et puis je peux gagner vite de l'argent parce qu'on est dans la période de tout. Tout va vite. Tout va vite, il faut tout avoir vite, il faut que ça rentre vite, faut que voilà. Je suis un milliardaire à 30 ans. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'était ce message... Sans beaucoup travailler. Voilà. et c'était ce message qu'envoyait un peu en fait, la Startup Nation. C'est que c'était possible parce qu'on a montré quelques réussites, qu'on a d'ailleurs masquées. On a expliqué que cette grosse boîte américaine... avec juste une bonne idée à gagner, mais sauf que derrière, tu apprends qu'il y avait des commerciaux partout avec des millions qui ont été injectés pour pouvoir faire en sorte que cette boîte fonctionne. Donc, mais ça, ils le cachent et ils te montrent quelque chose de joli. Donc, il y avait plein de... Donc, il faut, en fait, tout le monde... Moi, il y a des gens qui disent tout le monde peut être entrepreneur. Moi, j'y crois pas du tout, en fait. J'y crois pas du tout. Il y a des gens dont la position est beaucoup plus faite pour être au service d'un projet. Et ils sont plus et ils seront bien meilleurs d'ailleurs. D'être entrepreneur au sein même d'une structure. Ouais, enfin d'être au service d'un projet. Moi, je crois pas trop que tout le monde puisse être entrepreneur. On le voit parce qu'il y a des fois il y a des entrepreneurs qui arrêtent. Ils ont arrêté alors pour moi, en tout cas, ils n'avaient pas encore commencé. Pour eux, c'était trop dur, ça marchait pas, mais pour moi, ils n'ont pas encore commencé, quoi. Mais ça, c'est parce que, en fait, oui, il y a cette fameuse réalité du fait que si on veut que ça fonctionne et si on veut avoir à bouffer à la fin du mois, enfin tous les mois, il faut faire plus, en fait. Que quand tu es salarié, tu sais que tu as ton salaire qui tombe, qu'il soit gros ou pas, mais tu as ton salaire qui tombe. Donc je suis pas convaincu que tout le monde puisse être entrepreneur. C'est peut-être le mot de la fin. Et vu qu'on a parlé de moi pendant longtemps, tu me disais tout à l'heure, moi je ne me pensais pas entrepreneur quand j'ai commencé à faire ça. J'ai mis des trucs et je me pensais pas entrepreneur, aucunement. J'ai plutôt une tendance feignante, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je suis assez feignant. Bizarrement. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Voilà. On arrive sur la dernière partie qui va être très courte. C'est un petit jeu. Là aussi, on innove.
Ouais. C'est un petit jeu. Je sais que tu l'aimes bien aussi d'ailleurs, ce jeu-là. C'est que je vais te dire 3 faits. Mais là, 3 faits te concernent. Il y en a 2 qui sont des homonymes à toi. Et il y en a un, c'est un fait sur toi. Donc tu vas devoir dire quel fait te concerne et l'expliquer. D'accord. Vas-y. Alors, tu as été stagiaire événementiel à l'hôtel Plaza Athénée à Paris. Tu es au cœur d'une affaire cold case où tu as créé un concept douteux autour des toilettes en Corse. Le Hakatucho. Ah purée, ça c'est heureusement qu'on a vite coupé le robinet parce qu'on aurait été ridicule ouais. Et ça c'est à cause de vous, c'est à cause des Ajacciens parce qu'en fait c'est Hakatucho, c'est vraiment une expression ajaccienne. Et oui, ça C'était en quelle année ça ? C'était il n'y a pas si longtemps en fait, c'est le hackathon junior en fait, le hackathon pour les enfants. On voulait faire un hackathon pour les enfants, puis on cherchait des noms et tout. Et je vais pas dire le nom de la personne aussi qui nous a donné le... Parce qu'elle est ajaccienne ? Non, parce qu'elle est bastiaise, mais elle est dans ce monde, elle est bastiaise et elle est dans ce monde de la start-up et tout ça. Bien, Hakatucho, c'est bien. Et oui, je dis, allez, bon, pam, tac, tac, on sort ce truc-là. Mais à aucun moment, en fait, on est venu. Moi, je l'avais déjà entendu, finalement, cette expression plutôt ajaxienne. Et bon, tac, on le sort, puis d'un seul coup, on commence à avoir des rires. Mais peut-être que tu as fait partie des gens qui ont fait des remarques. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et bien sûr, non, moi, c'est une anecdote que tu m'as racontée parce qu'il y avait déjà eu un petit bad buzz. Il y a eu un petit bad buzz qui a été très court parce qu'on a on a rigolé avec eux. On a rigolé avec les Ajacciens et... Vous avez changé de nom. Et on a changé de nom. Le hackathon junior, je crois qu'on l'a appelé. Oui, voilà, plus simple. Plus simple. Oui, merci de me rappeler ça, c'était sympa. Une petite phrase pour conclure cette interview. Non, merci. Moi, je suis encore une fois super fier d'être le premier à être dans cette capsule bleu-vert, je sais pas quand, voilà. Oui. Et dans ce studio, je suis très très fier, très content. De même. Ça fait du bien aussi finalement de parler de toi, de parler de soi. C'est une petite introspection. Exactement. Et un côté un peu psy. Oui, on me le dit. Ouais, c'est marrant. Mais je te remercie beaucoup en tout cas Merci à toi. de ce moment d'échange. Merci beaucoup. Et du coup, on se retrouve à la résidence d'accélération avec les 5 entrepreneurs pour faire leur capsule. Super, merci pour eux. Si vous avez aimé cet épisode et que ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Capsule Entrepreneuriat. Vous pouvez activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles sorties. Et puis si vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer, pensez également à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles. Tous les liens sont dans la description. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Capsule Entrepreneuriat, sur Instagram, LinkedIn et bientôt TikTok. Vous aurez un avant-goût de l'épisode de la semaine, des bons plans et aussi des invitations aux événements que l'on organise.